Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Kumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. 30 femmes de l'association Bendugo de Missabougou viennent de boucler une formation de 5 jours sur les différentes techniques de séchage et de conservation des produits issus de l'agriculture et de l'élevage. 52 ménages du village de Bokiyat dans la région de Tombouctou sont sans abri suite aux inondations survenues le 4 novembre dernier. Le gouverneur de la région était sur place pour s'enquérir de la situation. Dans la chronique Initiative citoyenne, nous partons dans la région de Dioïla pour parler des activités de la coordination des associations de ressortissants et sympathisants de Dioïla. Les détails, c'est avec Ousmane Daou en fin d'édition. Page sport football Coupe du monde Qatar 2022, l'Argentine de Lionel Messi a perdu d'entrée face à l'Arabie Saoudite. En ce moment, la Tunisie est face au Danemark en ouverture du groupe C. Les acteurs du projet Fréjus, exécuté par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali, sont réunis à Bamako. C'est à la faveur d'un atelier de sensibilisation des jeunes et des femmes sur les changements climatiques et les ressources naturelles en lien avec la résilience et les conflits. Il s'inscrit dans le cadre de la semaine diplomatique climatique européenne. Reportage Jules Sambou-Sissoko. Les enjeux des changements climatiques en lien avec les ressources naturelles, conflits et sécurité, c'est le centre d'intérêt de cet atelier qui vise à sensibiliser les jeunes et les femmes sur cette thématique. Toumani Diallo, directeur général de l'AGMV. Le nouveau paradigme doit être de bâtir une jeunesse consciente de son rôle, de ses devoirs et capable de se projeter vers les décennies à venir, tout en se voyant comme l'adulte qui doit participer à l'installation durable et efficiente d'un terreau fertile à la stabilité, la sécurisation et au développement socio-économique. La préservation de nos forêts par de bonnes pratiques est une préoccupation du département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable et ses partenaires dans l'Union européenne à travers la GIZ. Nyambele Aminata Diara, conseillère technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La vision de cette agence panafricaine est de s'attaquer résolument aux principaux fléaux environnementaux et climatiques dans le cadre d'une coopération sous-régionale et d'une synergie d'action avec comme cible, à l'horizon 2020-2030, de freiner l'avancée de la désertification, restaurer et valoriser les potentialités et installer un développement durable dans la bande saharo-sahélienne. À terme, de réaliser une véritable transformation des vastes étendues arides du Sahel en pôles ruraux de production. L'atelier de 2 jours qui regroupe des représentants des services techniques et des acteurs concernés par la mise en œuvre du projet Fréjus participe à la semaine de la diplomatie climatique européenne édition 2022. Fin de formation en transformation agroalimentaire pour les femmes de l'association Benduku. Ces femmes viennent d'être dotées au centre de formation Sénékela Kagneta de différentes techniques de séchage et de conservation des produits issus de l'agriculture et de l'élevage. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'autonomisation de la femme. Mariam Koulibaly. Elles sont 30 femmes de l'association Bendugu de Missabougou à bénéficier de cette formation agroalimentaire. L'objectif est de doter ces femmes en techniques de transformation et de commercialisation des produits agroalimentaires en vue de permettre leur autonomisation. Kone Likediko, formatrice. On a appris aux femmes comment faire du fonio, du djouka, de la bouillie et des jus naturels. Pour cela, nous n'avons utilisé que des produits locaux. La formation, qui a duré 5 jours, a permis aux participantes de développer leurs connaissances autour des produits comme le fonio, le maïs, l'arachide. À ceci
s'ajoute la production des jus naturels. Mariko Djoba dit Wurokia Samake, présidente de l'association Bendougou. Cette formation va beaucoup nous aider. Elle contribuera d'abord à la réduction du chômage dans notre milieu, tout comme la gestion de notre foyer. On remercie les donateurs. Yaya Diallo, représentant de la Direction nationale de la formation professionnelle. Je voudrais donc saluer le courage et la persévérance de ces promoteurs qui donnent encore une fois de plus la preuve qu'avec des hommes et des femmes engagés, visionnaires, le Mali peut relever le défi du sous-développement dans tous les secteurs, particulièrement dans le domaine de la formation professionnelle marqué par une insuffisance quantitative et qualitative des offres de formation. Consciente des enjeux de la dite formation, la Direction nationale de la formation professionnelle a remis un moulin à l'association Bendougou en vue de faciliter son installation. Les participantes ont également reçu des attestations à l'issue de la formation. Dans la région de Tombouctou, les populations du village de Bokiyat ont les pieds dans l'eau. C'est la suite aux inondations survenues le 4 novembre dernier. Pas de perte en vue humaine. Le gouverneur de la région s'est rendu sur les lieux d'hébergement pour s'enquérir des conditions de vie de ces populations sinistrées. Reportage Idrissa Goulou Sissoko. Le 4 novembre dernier, au niveau du canal Kadhafi à Tombouctou, les eaux sont sorties du lit, entraînant une inondation des champs de riz et certains villages, dont celui de Bokiyat. Abdoulaye Diarra, directeur régional de l'hydraulique de Tombouctou. Il faut signaler que le canal a cédé en 2018 et il n'y a pas eu de réparations nécessaires pendant la période de décrue. Parce que normalement, s'il y a un débordement du canal, si le canal cède, ça veut dire qu'il y a une brèche au niveau du canal, en période de décrue, on devrait entreprendre des réparations. Et cette opération n'a pas été faite en 2018. Dès la survenue du sinistre, des dispositions ont été prises par les services techniques de l'État afin de sécuriser les populations. Lieutenant-colonel sapeur-pompier Brema Kolo, directeur régional de la protection civile de Tombouctou. Au départ, c'était 5 maisons et au fil de la même journée, il s'est avéré à 9 maisons. Donc maintenant, on les a enlevés. Maintenant, il faut faire des évaluations, voir les maisons qui sont à risque. Dans un premier temps, on avait enregistré 24 ménages. On les a tous amenés. Au fil du temps, on suivait l'évolution de la situation. Au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 52 ménages. Nous avons installé des tentes. Les tentes installées sont au nombre de 39 pour le moment. Nous continuons toujours à suivre l'évolution de la situation. Face à cette catastrophe, le mouvement Ambico a apporté 30 sacs de riz, 30 sacs de farine, 10 cartons d'huile en vue de soulager les sinistrés. Albert Sidieya, coordinateur mouvement Ambico de Tombouctou. C'est ce genre d'action que l'on encourage et l'on demande à toutes les bonnes volontés de bien vouloir s'investir afin de venir en aide à ces populations vulnérables. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de Tombouctou. Le message que j'amène, il est au nom des autorités de la transition pour venir montrer aux habitants du quartier de Bokiyat combien les autorités sont aux côtés d'eux pour gérer ces cas d'inondation. Pour éviter de pareilles situations, les services techniques de l'hydraulique conseillent aux populations riveraines plus de prudence car les seuils d'alerte ont été atteints dans les différentes stations. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Ali Koulibaly pour l'ORTM. À Mopti, l'école de maintien de la paix Alioune Blondimbe et le cabinet SN participent à la lutte contre les violences basées sur le genre VBG. Ils viennent en effet d'initier un atelier d'une semaine à l'intention de plusieurs responsables locaux et forces de défense et de sécurité, entre autres. Cette formation vise à constituer un vivier de femmes et d'hommes vecteurs des changements dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Reportage Idrissa Keita. Les discriminations et violences liées au sexe continuent de peser sur certaines couches vulnérables, surtout les femmes et les filles, malgré les efforts fournis ça et là par l'État et ses partenaires. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces discriminations ou violences, comme le poids de la tradition et celui de la croyance. Face à ce constat, l'école de maintien de la paix Alioune Blondimbe, en partenariat avec le cabinet SN, initie cet atelier à l'adresse de 60 participants répartis entre 2 sessions. La formation porte sur la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre VBG. Seiba Mohamed Diarra, spécialiste apprentissage
éducation et développement. Aider les survivantes et les survivants à les orienter dans le cadre de la prise en charge, mais aussi aider les acteurs impliqués dans la prise en charge des violences basées sur le genre, notamment les forces de défense et de sécurité, à être mieux outillés afin de faire face à ce défi. Prennent part à cet atelier des représentants des élus locaux, des leaders communautaires, des forces de défense et de sécurité et la société civile. Amadou Niaré, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Mopti. Les sujets ci-après, les notions de violence basées sur le genre, la typologie des violences basées sur le genre, les causes et les conséquences des violences basées sur le genre, le cadre juridique de protection contre les violences basées sur le genre, les modes de saisine en matière de protection des droits des survivants et survivantes. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECAFEVEC. Mopti, Idrissa Keïta et Souleymane Tebsouké pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières en Guinée-Bissau, cela fait plus de 3 jours que l'ex-premier ministre Aristide Gomez est en fuite. Les forces de l'ordre ont tenté de l'interpeller vendredi dernier en plein congrès du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Selon les dernières informations, un mandat d'arrêt et un mandat de recherche et d'appréhension ont été émis par le procureur. Aristide Gomez est poursuivi pour détournement de fonds publics, malversation financière et transfert de fonds vers l'étranger, des actes qui auraient été commis alors qu'il était Premier ministre. Au Tchad, Mahamat Lassina, le ministre de la Défense, ne fait plus partie du gouvernement depuis hier. Cette décision a été officialisée dans un décret du président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a supprimé le poste que le chef du mouvement national pour le changement au Tchad occupait. Un départ apparemment lié à ses récentes déclarations sur la désignation des 5 membres issus de la corporation jeunesse au Conseil national de transition. Suite à la publication du même décret présidentiel, Patale Géo a été nommé ministre de la Défense, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial avec Fatimi Boukar Kosei comme secrétaire d'État. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa sera reçu aujourd'hui par le roi Charles III à Buckingham Palace. C'est la toute première visite d'un chef d'État sous l'ère de Charles III. Durant cette visite, qui durera 2 jours, Cyril Ramaphosa doit prononcer un discours devant le Parlement britannique. Après le nouveau roi, il doit rencontrer le nouveau Premier ministre Rishi Sunak. Ensemble, ils évoqueront la coopération entre les 2 nations. En marge d'une conférence des ministres de la Défense au Cambodge, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a rencontré aujourd'hui son homologue chinois Wu Fengde. Au cours de la réunion, les 2 parties ont distingué, entre autres, du développement des relations militaires bilatérales. Ils ont également parlé de Taïwan, qui se trouve au cœur des intérêts de la Chine et est la première ligne rouge insurmontable des relations sino-américaines. Pour la Chine, Taïwan est chinois. C'est une question qui doit être résolue par le peuple chinois seul et aucune force extérieure n'a le droit d'interférer. Page Sport, Siragatou Sissé en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour, Koumba Sissé. Coupe du monde Qatar 2022. En ce moment, la Tunisie est face au Danemark en ouverture du groupe C. Oui, après 10 minutes de jeu, au moment où j'entre en studio, le score est de 0-0. Les Aigles de Qatar de Tunisie tentent de défier les solides Danois. Les 2 équipes ont un point commun, participer à la 6e Coupe du monde. L'autre match du groupe aura lieu ce soir. La France, tenante du titre, affronte l'Australie. Oui, coup d'envoi 19h, temps universel, en direct, en intégralité et en exclusivité sur ORTM 2. La France entame la défense de sa couronne face à l'Australie. Coïncidence de l'histoire, Français et Australiens étaient dans la même poule en 2018. Victoire au passage de la France 2-1. Comment la France, privée de plusieurs cadres, aborde ce premier match? Écoutons le point de vue de Demba Mamadou Traoré, le sélectionneur des Aiglons du Mali, au micro de Bourahima Diallo.
Non, je pense d'abord que c'est un match de Coupe du Monde. C'est le premier match, c'est l'équipe championne du monde. Quel que soit, je pense que sur le papier, la France part largement favori de ce match-ci. Mais encore une fois, on est en football, on reste dans ce cadre du football. C'est vrai que la France est décimée par plusieurs blessures et surtout des cadres, que ce soit Ngolo, que ce soit Pogba, que ce soit Koukou, que ce soit Benzema tout récemment. Je pense que ce sont des absences qui vont énormément handicaper cette équipe de France, mais ils ont beaucoup d'individualité, ils ont beaucoup de qualité. Moi, je pense que ça va être un très bon match et puis la France aura à cœur surtout de réussir cette première rencontre. Pour espérer gagner un tournoi, moi, je pense qu'il faut bien commencer. Et le commencer, ça veut dire que consiste à avoir beaucoup d'engagement. Ça va être très important. Et moi, je pense que surtout cette équipe française aura à cœur surtout non seulement de montrer beaucoup plus d'engagement, mais d'imposer son jeu. Et ça, ce sont des atouts qu'un pays comme la France ne va jamais laisser passer. En fin de matinée, l'Argentine de Lionel Messi a perdu d'entrée face à l'Arabie Saoudite. Oui, grosse sensation, l'Argentine de Lionel Messi chute 2-1 devant l'Arabie Saoudite, dirigée par le Français Hervé Renard, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de la Zambie. Comme en 90, l'Argentine perd son premier match. À 16h, toujours dans ce groupe C, le Mexique sera opposé à la Pologne. Depuis le début de cette Coupe du Monde, plusieurs décisions arbitrales ont été prises. Le supporter moyen ne comprend pas souvent. Alors, Draman Dante, ancien arbitre international, nous donne toutes les informations concernant les nouvelles modifications au micro d'Ousmane Dawa. Cette année, on n'a pas apporté beaucoup de changements dans la loi du jeu. Comme vous avez si bien constaté, seulement apporter la confirmation, c'est-à-dire de ce qui a été changé l'année dernière. Parmi tant d'autres, il y a par exemple la loi 3 qui est un amendement temporaire et ce qui est vraiment très important parce que vous savez que l'année dernière, il y a eu la pandémie Covid, donc on avait apporter un petit changement dans la loi. Ce n'était pas intégré dans la loi du jeu, mais cette année, la FIFA a intégré le changement des 5 joueurs dans la loi du jeu. La loi 8 aussi, dans laquelle on a dit, la clarification, ça c'est le torse avant le coup d'envoi, c'est que dans la Coupe du Monde, le problème ne va pas se poser parce que c'est l'arbitre lui-même qui va faire le top. La loi 10 aussi, ça c'est l'issue du match, dans lequel on a dit que pendant les tirs au but, les responsables, c'est-à-dire les officiels d'équipe, peuvent être avertis pendant les tirs au but. Dans la loi 12, on n'avait pas clarifié qu'un gardien de but, quand il commet une faute, par exemple, annuler une occasion nette de but, dans sa surface de réparation, on ne doit pas lui donner un carton rouge. Certes, ça peut être un pénal, mais pas de carton rouge parce que dans sa surface de réparation, il est habilité à prendre le ballon et à jouer de la main. Quand les autres joueurs le font, annuler par exemple une occasion nette de but dans la surface de réparation avec la main, c'est directement carton rouge et un pénal. Donc contrairement à ça, on a dit que le gardien de but est averti, mais un coup franc direct, c'est-à-dire un pénalty, peut être accordé contre lui. Donc la loi 14 aussi, ça ce n'est pas aussi très grave parce que là on avait dit que le gardien devait se mettre sur la ligne avant que le joueur qui porte le ballon ne touche le ballon, il doit mettre ses 2 pieds sur la ligne. Donc cette fois-ci on l'a autorisé de mettre un pied sur la ligne et un pied derrière. Donc en somme, c'est ces grands changements qui ont été apportés au fait la confirmation dans la loi du jeu. Coupe du numérique. Hier, l'équipe de l'ORTM n'a pas fait de détails face à la HAC, 6-2. Ah, tout à fait, la HAC n'a pas résisté à la force de frappe de l'ORTM. 6 buteurs différents ont marqué pour l'équipe de l'ORTM, entraînée par Sidi Mohamed Kone Junior. Après 3 journées, l'ORTM totalise 2 victoires et une défaite. Selon le programme officiel de la Coupe du numérique, l'ORTM croisera prochainement la poste aux soldats de Bozola de tenir leur rang. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. La coordination des associations de ressortissants et sympathisants de Dioïla a consacré ses activités au développement de la région. Elle ambitionne d'organiser un forum pour booster tous les secteurs de développement de leur région. Pour plus de détails, suivons ensemble ce reportage de Ousmane Ndao. Rassembler, unifier les fils et les filles de la région de Dioïla pour le développement de leur localité,
C'est le but de la coordination des associations de ressortissants et sympathisants de la région. Elle essaye depuis quelques années de réunir les conditions pour permettre aux populations d'avoir un cadre de vie sain, mais aussi de les soulager à travers des consultations médicales gratuites. Soli Kone, premier vice-président de la coordination des associations de ressortissants et sympathisants de la région de Dioula. Nous avons pu contribuer pour soulager la douleur, par exemple, des populations lors des inondations. Il y a le cas de Kola, il y a eu un cas aussi à Massiri et un cas à Beleko. Nous avons organisé une journée médicale à Dioula. Au cours de cette journée, permis à la population des consultations gratuites. Ces consultations ont abouti même à des interventions chirurgicales, des petites chirurgies. Des difficultés entravent la bonne marche de la CARCID, notamment elle peine à mobiliser les ressources financières et humaines. Vous savez, les problèmes des associations, ce n'est pas facile. Ce n'est pas très facile de mobiliser les gens autour des objectifs des associations. Nous avons donc des difficultés par rapport à la mobilisation, puisque l'association concerne toute la région des Dioula. Sur le plan financier aussi, parce que l'association mène ses activités uniquement sur les cotisations des différentes communes qui ont des associations à Bamako, qui cotisent une fois l'an, plus les cotisations que le bureau de la coordination met en place pour nos activités. Pourtant, la coordination des associations de ressortissants et sympathisants de la région de Dioula voit grand, car elle envisage d'organiser un forum consacré à tous les secteurs de développement de la région. Soli Kone, premier vice-président de la coordination des associations de ressortissants et sympathisants de la région de Dioula. Le forum va aboutir à des résultats par rapport aux différents secteurs à Dioula. Vous savez que Dioula est une région agricole. Donc le secteur de l'agriculture, le secteur des mines, le secteur de l'élevage, de la pêche, le secteur culturel et la promotion des jeunes et des femmes. Nous avons préparé des thèmes qui vont être développés et documentés par des spécialistes, n'est-ce pas, dans la région de Dioula, et qui vont certainement contribuer à mieux orienter les différents projets de développement de la région de Dioula. Pour la réussite de ce forum, la CARCID compte impliquer toutes les composantes de Dioula au-delà des membres de l'association. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Il vous a été présenté par Koumba Sissé. La mise en onde a été assurée par Absé Traoré. Réalisation Maïmouna Guindo, coordination Broma Traoré. La mise en ligne est assurée par Siekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.